Bon, on va commencer. On va commencer cette séance donc avec Jacques. Stopper la désindustrialisation, réindustrialiser la France et créer les conditions d'échanges internationaux fondés sur la souveraineté des pays. Un titre peut être plus court, mais avec la charte de la Havane réactualisée. On a fait le maximum, un titre. C'est la totale. Donc, Jacques, tu as la parole. Alors, d'abord, en introduction, je crois que nous serons tous d'accord pour constater que dans une indifférence à peu près générale, hormis les travailleurs concernés et leurs syndicats, encore pas tous nécessairement, on assiste aujourd'hui à une nouvelle vague de ce qui est appelé les plans sociaux qui déferlent en ce moment à nouveau en 2025. Il y en avait d'autres l'année dernière et ainsi de suite chaque année. En réalité, il ne s'agit pas de plans sociaux, mais de plans de licenciement vraiment antisociaux et de fermeture d'usines. Et ça fait finalement l'addition de tous ces plans sociaux reviennent à une catastrophe, une nouvelle catastrophe industrielle comme on en a connu à plusieurs reprises. Et paradoxalement et parallèlement, on n'a jamais entendu parler depuis une trentaine d'années. On entend dans le débat les mots désindustrialisation et réindustrialisation, délocalisation, relocalisation. Ça mériterait une étude approfondie des aides publiques de l'État à l'industrie. C'est ce que je ne vais pas faire, j'ai pas le temps, Joël l'a raconté, mais ça reste à faire. Il faudra que quelqu'un un jour se mette à faire ça. Rappelons simplement que le rapport du Sénat qui a été publié il y a pas très longtemps, qui sur l'année 2023 comptabilise 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises sous toutes les formes, c'est-à-dire 7% du PIB, ce qui est absolument colossal. On peut mettre ce chiffre en parallèle avec l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés en 2023 a rapporté à l'État 265 milliards d'euros. Autrement dit, on est fondé à dire que les entreprises ne payent pas d'impôt sur les sociétés, sur le plan macroéconomique. C'est pas nouveau, hein. Moi, j'avais fait un travail comme ça avec des étudiants il y a presque 30 ans. Déjà, à l'époque, hein. C'était un séminaire de l'ENA, avec des étudiants de l'ENA, donc. Eh bien, je leur avais demandé de travailler là-dessus. Je connaissais le résultat avant, mais je leur ai fait la surprise. Et quand ils ont découvert le montant des aides à l'époque, déjà, hein, en comparant avec l'impôt sur les sociétés, ben on s'aperçoit que c'est la même chose. Alors on pourrait dire, bon, ça, on peut dire beaucoup de choses autour de ça. Évidemment, c'est sur le plan macroéconomique. Si vous dites ça à un patron, il ne va pas comprendre. Parce que lui, d'un point de vue microéconomique, dans son entreprise, il paye des impôts. Mais sur le plan macroéconomique, échelle à laquelle un patron a du mal à se hisser, eh bien, c'est comme ça. Alors, en tout cas, force est de constater que malgré ces milliards, la désindustrialisation continue. Il semble que ça n'a pas eu d'effet. Alors, qu'est-ce que l'industrie? D'abord, un petit point là-dessus. L'industrie, c'est d'abord et avant tout l'industrie manufacturière. Quand on parle de l'industrie, on parle d'abord de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la transformation des matières premières pour produire des biens. Mais l'industrie ne s'arrête pas là. Au-delà de l'activité manufacturière,
Il faut ajouter à l'industrie les activités extractives, minerais, pétrole, etc., et la production d'énergie. Tout ça se met dans le paquet industrie. La réindustrialisation de la France passe donc en pratique par l'augmentation de la part des activités manufacturières dans l'économie française par rapport aux autres secteurs que sont l'agriculture et les services. Qu'est-ce que la désindustrialisation et comment la mesurer? Il y a deux dimensions importantes, celle de l'emploi et celle de la valeur ajoutée. Pour l'emploi, il s'agit de mesurer la part de l'emploi industriel par rapport à l'emploi total. C'est un indicateur à suivre sur année par année. La valeur ajoutée, c'est la valeur produite sur le territoire national par la combinaison du travail et du capital, autrement dit le produit intérieur brut. Je ne rentre pas dans le débat sur cet indicateur, mais en tout cas, c'est comme ça que dans la statistique publique, on peut faire des comparaisons. Du point de vue de la production, cette baisse de la part du secteur manufacturier dans l'économie ne correspond pas nécessairement à une baisse du niveau de la production, du volume de la production, parce que ça correspond à une augmentation moins rapide de la valeur ajoutée industrielle que la valeur ajoutée dans l'agriculture ou les services, mais ça ne veut pas dire, on verra d'ailleurs deux, trois chiffres tout à l'heure, que la production augmente. Hein. La part des emplois industriels diminue, la part de la valeur ajoutée dans le PIB diminue, mais le volume augmente. Voilà, tout le monde ne comprend pas ça, il faut bien avoir les choses en tête. Alors, le terme de désindustrialisation est donc entré dans le vocabulaire courant et il fait l'objet de nombreuses discussions dans le champ économique, politique, social, etc. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à une augmentation de la part des emplois non, petite erreur, hop, je passe à la page suivante. Alors, si les processus et les causes apparentes de la désindustrialisation sont largement documentées, les causes profondes de ces processus, en réalité, sont beaucoup moins décrits et commentés. Ils sont même largement et volontairement ignorés par toute une série de gens qui ne veulent pas voir finalement des causes beaucoup plus profondes. Et c'est le cas de trois facteurs majeurs de la désindustrialisation que sont la surévaluation de l'euro. Quand vous regardez des travaux économétriques ou économiques de professionnels qui cherchent à comprendre pourquoi il y a la désindustrialisation, vous ne trouverez jamais la surévaluation de l'euro, par exemple. Vous ne trouverez jamais les dysfonctionnements les plus caricaturaux du système de l'Union européenne, comme le marché de l'électricité, comme les règles du marché intérieur, comme les règles du commerce international. Il faut donc creuser et commencer par les aspects les plus importants. Alors pourquoi réindustrialiser? Il faut bien sûr s'interroger sur l'utilité de l'industrie, parce que nous avons connu une période où l'industrie était décriée, c'était has-been, c'était obsolète. On était aujourd'hui dans l'ère des services, et donc l'industrie était sale, ça polluait, les travailleurs étaient exploités, etc. Toutes choses qui sont demeurant vraies. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de spécificités liées à l'industrie qui justifient le développement de la production industrielle sur notre sol, comme d'ailleurs dans tous les autres pays.
C'est d'abord la capacité de produire sur place des biens de consommation utiles à la population, choisis en liaison avec les producteurs, qui peuvent être sains. Il y a le débat sur Shein en ce moment et la nature polluante, enfin, des produits qui sont fabriqués avec des choses dangereuses pour la santé, etc. Eh ben, non, si on fait les choses sur place et qu'il y a une articulation, un contrôle des pouvoirs publics, on peut faire des produits sains. L'industrie n'est pas vouée à ne produire que des produits dangereux, malsains, polluants, etc. Des produits peu coûteux. On peut fabriquer des produits peu coûteux avec des composants référencés. Tout ça, c'est possible. Ensuite, une capacité à produire les machines-outils, les robots, les appareils électriques, les appareils électroniques, qui permettent à la fois des gains de productivité et une amélioration des conditions de travail. Ça n'est pas fatal, il n'y a pas de lien automatique entre ces capacités de productivité et la situation des travailleurs, bien sûr. Mais c'est des luttes qui permettent de modifier cette réalité à partir d'un ensemble technologique, technique, que l'on peut utiliser à son profit. L'industrie également peut avoir un poids dans le commerce international qui est un facteur de puissance. Et on le voit aujourd'hui, la puissance est une notion un peu évanescente, hein, c'est peut-être un peu difficile de décrire précisément, mais en tout cas, il y a des éléments très pratiques, très clairs, qui définissent la puissance d'une nation. Et dans la puissance, il y a d'abord l'industrie. On le voit dans les conflits géopolitiques actuels. Les pays qui ont une industrie, la Russie, ils dominent là, dans les phases chaudes, disons, des pays comme les États-Unis, qui ont fait le choix de la finance par rapport à l'industrie. Et on voit que le fait d'avoir une industrie, sur le plan de la défense, c'est fondamental. On ne peut pas avoir de défense souveraine, indépendante, sans industrie. Ça n'existe pas. Les répercussions sur l'emploi. Parce que l'industrie fournit beaucoup d'emplois, elle peut fournir beaucoup d'emplois, mais pas seulement sur le plan quantitatif, également sur le plan qualitatif, avec des emplois de qualité, des ingénieurs, beaucoup de formation, et une répartition géographique sur laquelle je vais revenir. L'industrie contribue évidemment à l'écosystème d'innovation. C'est la seule activité économique qui permet des rendements croissants grâce aux gains de productivité. Les qualifications vont des plus simples aux plus élevés. Il y a du travail pour tous. Et c'est ça qui est intéressant dans l'industrie. Pendant les 30 Glorieuses, ceux qui ont travaillé sur le sujet ou qui l'ont vécu, ont pu constater que dans les entreprises de main-d'œuvre, il y avait des gens cassés, énormément de gens cassés, des gens qui avaient des handicaps physiques, mentaux, des alcooliques, mais ces gens travaillaient. Ils travaillaient parce qu'il y avait un consensus pour accepter cette situation, et il y avait des systèmes de prise en charge interne dans les entreprises, par exemple pour les alcooliques. Moi j'ai vécu ça, il y avait une association qui était en lien avec le syndicat, qui s'appelait Vie Libre, je crois, Vie Libre. Qui existe toujours. Ouais, voilà. Bon, eh bien, Vie Libre, on formait des travailleurs qui devenaient des tuteurs d'alcooliques dans l'entreprise. Et donc, le tuteur, il avait une petite décharge de son activité professionnelle et il pouvait s'occuper d'un gars qui était alcoolique. Voilà, c'est pas mal ça, quand même, je trouve, comme système. Aujourd'hui, tout ça, ça a été balayé parce que c'est la rentabilité à outrance, c'est la sous-traitance de certaines activités. Bon.
Alors voilà, ça peut servir à ça, à l'industrie, et ça a servi dans le passé. Et puis, l'industrie, c'est une empreinte territoriale particulière. Parce que l'industrie se concentre dans les zones moins densément peuplées, en dehors des grandes zones urbaines. Elle est aussi dans les... Avant, elle était dans les villes. Hein. Renault-Billancourt, c'était Paris. Hein. Il y avait 30 000 salariés, c'était dans Paris. Citroën à Javel, c'était 15 000 travailleurs. C'est plus comme ça. Ça peut changer. Une politique d'aménagement devrait mettre fin à la sectorisation territoriale, à la séparation territoriale entre l'habitat, le transport, et remixer un peu tout ça, réintroduire non seulement de l'artisanat et du commerce, mais du secteur secondaire, de l'industrie, des entreprises d'une certaine taille dans les villes. Ce serait d'ailleurs intéressant sur le plan environnemental, ça réduirait la durée de distance travail-habitation, économie de transport, en effet, diminution des embouteillages, enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages à remettre des entreprises dans les villes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les bassins d'emploi, c'est dans les endroits, les territoires où personne ne peut aller, les services échangeables, comme on les appelle, ou les services non échangeables, ne peuvent pas aller dans les zones rurales un peu éloignées. Parce que le coiffeur, il consomme sur place, et la production et la consommation se font sur place. Donc, toute une série d'emplois comme ça se font dans les villes. Seule l'industrie peut aller dans des zones plus ou moins désertiques parce que la production n'est pas liée à l'environnement humain ou naturel. Encore que sur le plan naturel, l'histoire a montré que les industries s'étaient implantées près des sources d'eau permettant l'électricité, près des sources de charbon, de fer, etc. etc. Bon, mais ces nécessités sont un peu moins importantes aujourd'hui. Alors, ensuite, l'industrie génère des emplois indirects. Quand on crée un emploi dans l'industrie, on crée 0,8 emplois dans le secteur tertiaire, dans les services. Les jeunes des banlieues qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de diplôme, il y en a, c'est 200 000 par an, hein, les flux qui s'empilent, des flux qui s'empilent depuis 30 ans. Là, dans les banlieues comme la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, etc., il y avait des usines avant, tout le monde travaillait. Les jeunes étaient formés dans les collèges d'enseignement technique, maintenant lycée technique, ils avaient des CAP, des BEP, et ils entraient directement dans les entreprises, il n'y avait pas de problème. Tout le monde travaillait, c'était les 30 glorieux. Tout ça, toutes ces entreprises ont disparu. C'est la cause principale des problèmes des banlieues. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas l'urbanisme, c'est pas la dégradation, c'est pas l'immigration. Tout ça, c'est du pipeau. Le fond du problème, c'est l'emploi. Parce qu'il n'y a plus d'emploi. Et quand il n'y a plus d'emploi, à Vénissieux, les jeunes, ils disent on rouille au pied des cités. On rouille au pied des cités. Oui, ils n'ont rien à faire. Et donc, quand on n'a rien à faire et quand on est un adolescent, on va faire des conneries. Voilà, c'est un enchaînement mécanique. Alors, tous ceux qui demandent des pouvoirs publics plus autoritaires, plus fermes, etc., mais c'est n'importe quoi. C'est des gens qui n'y comprennent rien à la société.
si on recrée de l'emploi, on recrée de la sécurité matérielle et de la sécurité psychologique chez les gens. On remet les esprits à l'endroit. D'abord, on fatigue la bête, comme on dit, parce que le gars qui travaille tous les jours, qui doit se lever le matin, et qui a un peu transpiré, et quand il rentre le soir, il a plus envie de faire des conneries. Hein. Il va faire dodo, et puis voilà. Bon, ça présente quand même beaucoup d'avantages. Hein. Et social avec des cotisations. Et les cotisations, bien entendu. Le trou de la sécu, toutes ces histoires. Toute une chaîne. Il est fier de bosser, il a trouvé sa dignité. Tout à fait. Il a une place sociale. Tout à fait. Oui, Il se sent utile. Il se sent utile à lui-même et aux autres. Parce que c'est tout à fait important, tu as raison de le souligner, parce que ce qui est le plus terrible, c'est d'avoir le sentiment d'être inutile dans la société. Celui qui ne travaille pas, même si son boulot n'est pas marrant, il a quand même le sentiment d'une utilité. Le gars qui est boueur, c'est peut-être pas très marrant, hein, certainement, mais ce qu'il fait est utile. Il a ce sentiment. Et le regard des gens lui montre également que ce qu'il fait est apprécié. Tout ça, ça forme un ensemble psychologique, culturel, systémique, qui remet assez facilement une société à l'endroit. Ce sont des questions politiques, uniquement politiques, parce que des décisions politiques peuvent rétablir assez rapidement ce genre de situation. Et puis, je continue encore un petit peu sur l'intérêt de l'industrie. C'est l'industrie, alors on pourrait dire c'est un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe, c'est le résultat à un instant T du rapport de force, du rapport de classe entre le patronat, les détenteurs des moyens de production, et les travailleurs sur la pollution. La pollution, l'industrie n'est pas vouée à polluer. Au contraire, elle peut être utilisée pour dépolluer les produits qu'elle fait, mais dans le processus de production, toutes les émanations dans l'air, dans l'eau, dans la terre, etc. Ça viendra de l'industrie également. Et puis l'industrie, ça permet d'assurer la régularité des approvisionnements dans des secteurs stratégiques. On l'a vu au moment du Covid, pour des questions assez, minimes, comme les masques. Il n'y en avait plus. Et il y a des gens qui se sont créés en petites coopératives pour coudre des masques, etc. Mais l'industrie, ça sert à assurer la sécurité des approvisionnements dans certains secteurs, les médicaments, le matériel médical, les transports, l'énergie. Il faut qu'il y ait des flux continus de différentes productions. Il n'y a que l'industrie qui peut faire ça. Alors, zut. Merci. Alors, un mot sur l'état de l'industrie française. La désindustrialisation s'accélère, mais c'est un phénomène général. Dans tous les pays industrialisés, globalement, il y a une baisse de la part de l'industrie, à la fois dans la valeur ajoutée, par rapportée au PIB, et dans l'emploi, par rapport à la somme de l'emploi. C'est particulièrement vrai au sein de l'Union européenne. Le rapport Draghi, je crois, on en a déjà parlé ici, je reviens là-dessus parce que le rapport Draghi, c'est un tournant dans la situation du système de l'Union européenne. Draghi, donc, que tout le monde le connaît ici, ancien commissaire européen, ancien
patron de Goldman Sachs pour l'Europe, celui qui avait trafiqué les chiffres Pour la Grèce. de la Grèce pour la faire rentrer dans l'euro alors qu'elle n'avait rien à y faire, avec les suites que l'on connaît, ancien Premier ministre italien. Et donc, le rapport Draghi, qui est publié il y a maintenant 2 ans, en septembre 2024, en septembre 2024, le titre de son rapport, d'ailleurs, c'est «L'avenir de la compétitivité européenne, une stratégie de compétitivité pour l'Europe». Alors déjà, un petit bémol sur la notion de compétitivité, parce que la compétitivité, qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de ces gens-là? Ça veut dire qu'il faut baisser les coûts, le coût du travail, pour être simple, direct, de manière à pouvoir vendre aux exportations. Il faut exporter. Voilà, c'est comme ça qu'on mesure la compétitivité. Une économie compétitive est une économie qui exporte. Il faut dénoncer violemment cette conception. Il ne faut pas être compétitif de ce point de vue-là. Parce que, d'abord, c'est absurde. On n'exporte pas sur la Lune. Si on exporte, c'est bien qu'il y a des pays qui importent. Il faut donc trouver des importateurs. Et on le sait, la somme des exportations est égale à la somme des importations. Sauf, encore une fois, si on croit qu'on peut exporter ailleurs que dans des pays qui importent. Donc, quel est le résultat d'une situation déséquilibrée en termes d'importation? Eh bien, on va avoir des pays qui vont avoir des excédents commerciaux d'un côté et des pays qui vont avoir des déficits commerciaux. Mais les pays qui ont des excédents commerciaux, comme l'Allemagne par exemple, pourquoi elle a des excédents commerciaux? C'est pas du tout parce qu'elle est compétitive, c'est pour 2 raisons différentes. La première raison, c'est qu'elle a sous-traité sa production dans les PECO, pays de l'Europe centrale et orientale, avec une main-d'œuvre bien formée, mais avec des coûts du travail très faibles, et que les Allemands se contentent de coller sur les caisses Made in Germany, alors que ça a été fait ailleurs. Et donc la qualité allemande n'existe pas. C'est pas parce qu'il y a la qualité allemande qu'ils sont compétitifs, c'est parce qu'ils ont sous-traité dans les PECO. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils ont un déficit de consommation intérieure, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur production sur le plan intérieur qu'ils exportent. Et donc, dans ce cadre-là, les exportations ne sont pas bonnes. Toute exportation n'est pas bonne en elle-même. Ça ne peut pas être un principe de politique économique. Pourtant, ça l'est. Ça l'est parce que la recherche du profit, ils vont capter le profit là où il est. Ils ne réfléchissent pas d'un point de vue macroéconomique, les entreprises. Ça n'est pas leur vocation, elles n'ont pas la compétence pour le faire. C'est à l'État de penser la politique macroéconomique. Alors, donc, l'Europe s'appuie, soutient ce concept de compétitivité. Il est dans le titre du rapport Draghi. C'est absurde. Ça montre la détérioration mentale de ces gens-là. Parce que plus l'Europe, l'Union européenne va exporter, plus elle va provoquer des déficits chez les autres. C'est-à-dire, elle va provoquer la crise chez les autres, le chômage chez les autres. Alors qu'il faudrait réhabiliter les salaires dans les pays concernés pour qu'ils puissent absorber le surplus de production, des capacités de production qui existent dans le pays. Donc tout ça, c'est à revoir. Tout ça, c'est à revoir. Et l'Union européenne se rend compte à moitié qu'elle est dans une situation absolument catastrophique. C'est la fin. C'est clairement la fin.
Draghi le dit lui-même. Il dit le système de l'Union européenne connaît une lente agonie. Et cette dernière, l'Union européenne, est face à des défis existentiels. Ce qui est intéressant dans l'affaire ukrainienne, avec le soutien massif et hystérique de l'Union européenne à l'Ukraine, c'est qu'ils vont perdre et que la défaite militaire sur le terrain va accélérer la décomposition intellectuelle, économique, politique du système de l'Union européenne. C'est en cela qu'une victoire russe est tout à fait intéressante. Hélas, évidemment, hélas, parce que les malheureux Ukrainiens ont été instrumentalisés par les Américains et les Européens. Ils sont sacrifiés, en effet, mais une fois que le coup est parti, on ne peut plus l'arrêter. Et donc il faut aller au bout. Et la seule suite logique, c'est la reddition pure et simple de l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre solution. Alors on voit tout ça est mêlé, tout ça est lié. Et donc si on regarde les chiffres de l'Union européenne, c'est de plus en plus catastrophique. Raison de plus pour en sortir le plus vite possible. Alors, un mot sur les processus et les causes de la désindustrialisation. En général, je le disais en introduction, les économistes, en tout cas les économistes de cours, attribuent le phénomène de désindustrialisation à trois déterminants. Trois déterminants qui ne mangent pas de pain. Voilà, ils ne prennent pas de risques en disant ça, parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, il n'y a pas d'enjeu derrière, on ne va rien leur reprocher. Alors ces trois déterminants, c'est l'externalisation de certaines tâches de l'industrie vers le secteur des services. C'est une cause bien connue, avec un gros biais statistique, hein, puisque les activités en question, c'est le gardiennage, la sécurité, certains travaux de maintenance, etc., qui avant étaient dans la même entreprise, avec des travailleurs qui avaient le même employeur, avec le même statut, ils faisaient grève tous ensemble. Mais là, non. Maintenant, dans la même entreprise, vous avez des statuts différents, des entreprises différentes, qui sont dans des branches différentes. Ils font plus grève ensemble. Tout ça a été divisé, cassé, etc. Bon, tout c'était fait pour. Hein. Alors, on le sait depuis des décennies. Mais c'est bien d'en reparler parce qu'il y a toujours une petite actualité sur le sujet. Alors ensuite mais ça explique quand même un quart des baisses d'emploi dans l'industrie, d'après les travaux qui ont été faits, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est un biais statistique, parce que les activités, elles sont toujours là. Les gars, ils sont toujours là. Ils n'ont plus le même employeur, ils n'ont plus le même statut, mais ils font toujours le même boulot au même endroit. Hein. Donc, dans la réalité, ça ne change pas grand-chose, sauf l'entrave aux luttes sociales des travailleurs. Le collectif de travailleurs a été cassé. Ensuite, les salaires. Et les salaires en même temps, tout à fait, puisque dans l'entreprise, il y avait des conventions collectives que n'ont pas les entreprises de services, de gardiennage et compagnie. Alors ensuite, il y a l'évolution de la structure de la demande. Bon, bien sûr, ça change tout le temps. On peut dire des tas de choses là-dessus. Là aussi, ça ne mange pas de pain. Et les gains de productivité au cours du temps. Gains de productivité tout à fait réels et tout à fait intéressants. Il faut lutter pour des gains de productivité, c'est-à-dire fabriquer plus et mieux dans le même temps. C'est comme ça qu'une société progresse, à condition que la lutte pour la récupération du gain de productivité se fasse au profit du travail et moins au profit du capital, que le partage de la valeur ajoutée qui résulte de cette activité productive se fasse correctement et non pas avec la déformation que l'on connaît aujourd'hui. Donc là aussi, on sera d'accord.
Et puis, il y a une troisième explication, c'est la substitution de la production domestique par rapport à des importations à cause de la perte de compétitivité. Mais la perte de compétitivité, c'est les salaires, d'après la théorie dominante. Donc, s'il y a une perte de compétitivité, c'est parce que les salaires directs, indirects, cotisations sociales sont trop élevés. Je fais une petite remarque. La présence des mots réindustrialisation, relocalisation, aujourd'hui, elle est également liée au fait qu'on veut culpabiliser les travailleurs pour expliquer que cette situation est de leur faute. Parce qu'il faut payer les retraites, la Sécu, assurance maladie, l'assurance chômage, les salaires, etc. Et que si on n'est pas compétitif, c'est à cause du coût du travail. Voilà. Et donc, ils en rajoutent et ils font le lien direct. Le problème, c'est qu'ils travaillent dans du beurre. Parce que la réaction des syndicats et des partis de gauche, disons, elle est insuffisante. Leur argumentation est pitoyable. Parce que si on veut sortir de cet enfermement dans la notion de coût du travail trop élevé qui empêche la compétitivité française, il faut sortir de l'euro. On va voir pourquoi, comment. Et il faut mettre un terme au libre-échangisme. Et il faut mettre un terme au marché de l'électricité européen. Et il faut mettre un terme aux règles du marché intérieur, des aides aux entreprises selon la doctrine européenne. Et définanciariser. Mais définanciariser, oui, bien sûr. Mais juste un petit rebond. La cause des problèmes n'est pas la finance. Ça n'est pas la finance. Parce que on entend, rappelez-vous Hollande, hein, le discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Mon ennemi, c'est la finance. Ça, c'est la doctrine social-libérale, social-démocrate, la CES. Tous ceux qui ne veulent pas s'affronter à la domination des firmes multinationales ont trouvé un palliatif avec la finance. Et maintenant, il y a un consensus pour dénoncer la finance. Parce que, à juste titre, à condition d'avoir les bons arguments. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais derrière, c'est que l'idée, c'est qu'il y a un bon capitalisme, c'est le capitalisme de l'économie réelle, et un mauvais capitalisme, qui est le capitalisme financier. Il y a eu des excès sur le plan financier. Si on supprime ces excès de la finance, on va retrouver le capitalisme vertueux de l'économie réelle. Et donc, ça évite d'interroger le capitalisme réel. C'est quoi le capitalisme réel? C'est les firmes multinationales. Les firmes multinationales qui jouent un rôle négatif dans l'emploi, très négatif dans l'emploi. C'est eux qui délocalisent le plus, les firmes multinationales. C'est elles qui utilisent qui ont segmenté le travail dans les entreprises en externalisant les activités. C'est eux qui mettent en place le principe de la maximisation de la valeur actionnariale, qui débouche sur les concentrations, fusions-concentrations, pour éliminer les groupes diversifiés afin de se concentrer sur des groupes qui ont la même activité, des groupes homogènes, alors que l'intérêt d'avoir des groupes diversifiés, c'était de surfer sur les cycles économiques. Et le bon choix d'un groupe diversifié, c'était d'avoir des activités qui étaient en pointe, alors que d'autres, selon le cycle, étaient en période basse. Ça faisait une moyenne et ça permettait d'avoir une certaine stabilité. C'est fini, ça, maintenant. On regroupe les activités homogènes pour
une raison de maximisation de la valeur boursière. Parce que c'est plus facile de faire une évaluation sur une activité homogène que sur une activité diversifiée. Bon, bref, tout ça contribue au chômage. Les firmes multinationales ont une responsabilité, comme la finance d'ailleurs. Mais donc, les économistes, quand ils étudient tout ça, les causes de la désindustrialisation, ils s'arrêtent là. Alors, il faut voir les autres raisons de la désindustrialisation, celles qui sont masquées ou rarement évoquées, à part quelques économistes comme Jacques Sapir ou quelques autres. Il n'y en a pas beaucoup. Disons-le tout de suite, il ne peut pas y avoir de réindustrialisation tant qu'on restera dans l'euro. Ça n'est pas possible. Voilà, il faut faire rentrer ça dans la tête des gens et leur expliquer pourquoi ça n'est pas possible. Et le marché unique? Parce que, alors, c'est la première raison, il y en a 3 autres derrière. Mais la première raison, enfin, disons le chapeau général, C'est l'euro. c'est de se libérer des dispositifs les plus caricaturaux de l'Union européenne. Le premier, c'est l'euro. Le deuxième, c'est le marché de l'électricité. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie avec l'euro en tête. Le troisième, c'est les règles du commerce international, le libre-échange. Et le dernier, c'est le marché intérieur. Les aides aux entreprises, la concurrence libre et non faussée, toutes les fantasmagories qui existent autour de ça. Alors, là, le parti pris, c'est de ne pas faire comme un certain nombre de gens en disant on va changer l'Union européenne de l'intérieur. On va essayer de modifier les règles du marché de l'électricité, les règles du marché intérieur, etc., etc. Non, c'est trop long. C'est méconnaître les conflits d'intérêts entre les États membres, entre l'Allemagne et la France par exemple. Il ne peut pas y avoir d'accord industriel. L'Allemagne veut détruire l'énergie nucléaire française. On peut développer, montrer que les contradictions ne permettent pas de résoudre les problèmes. Il faut donc, là, l'idée c'est, pour ceux qui hésitent à dire qu'il faut sortir à la fois de l'euro et de l'Union européenne, là on dit, ok, d'accord, mais on peut sortir de 4 dispositifs stratégiques. Voilà, on reste dans l'Union européenne, mais on va sortir de l'euro, on va sortir du marché de l'électricité, les Espagnols l'ont fait, Oui. on va sortir des règles du commerce européen, c'est-à-dire les traités de libre-échange et tout ce bazar, et on sort des règles du marché intérieur, des aides aux entreprises qui ne permettent pas des politiques ciblées sur des filières, par exemple. Si vous faites des aides, c'est pour tout le monde selon des critères communs, etc. Non, là on veut une sélectivité des aides. Et du crédit. Les crédits, tout sont... Alors, pourquoi Et là, je veux développer un point de vue qui n'a pas été encore, à mon avis, suffisamment développé. D'abord, c'est les supports sur lesquels on peut s'appuyer pour poser ces diagnostics. L'euro est surévalué de 15 pour la France, de 15 à 20%. D'où ça sort? C'est Jacques Sapir qui a sorti un rapport du FMI annuel qui calcule le taux de change réel qui existe entre les différentes monnaies. Et donc ce rapport donne pour la France
de 15 à 20% de surévaluation par rapport à ce que serait le marque aujourd'hui s'il était toujours en vigueur. Aucun pays ne peut fonctionner. Alors avant, comment ça fonctionnait sous la 4e République et au début de la 5e République, quels que soient d'ailleurs les gouvernements? Quand il y avait un déséquilibre comme ça, on dévaluait. C'était une dévaluation externe et on remettait la parité de change à un niveau qui permettait de supprimer le déficit industriel, commercial, et les choses se passaient comme ça. C'est ce qui s'est fait pendant les 30 Glorieuses. On ne peut plus le faire. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dévaluation interne. C'est quoi la dévaluation interne? C'est-à-dire pour récupérer l'écart de 15 à 20%, eh bien, c'est les salaires, directs et indirects, c'est les prestations sociales, c'est les politiques d'austérité, c'est la pression permanente sur les salaires. On voit la logique permanente de l'euro sur le système social et sur le système économique. Alors on pourrait se dire, oui, mais l'euro, il y a quand même plusieurs pays qui sont dans l'euro. Pourquoi la France, comme ça, serait le seul pays qui serait victime de cette surévaluation? Alors la raison, elle est là, c'est qu'elle vient de la politique du franc fort. Et jusqu'à présent, en tout cas moi, les travaux que j'avais faits, je n'étais pas monté jusque-là. J'avais travaillé sur les causes internes, la préparation de l'euro, les raisons affichées et cachées, etc. Mais en fait, ça vient de plus loin. Ça vient de la politique du franc fort. Alors, la politique du franc fort, c'est une stratégie de politique monétaire et de change qui a été adoptée par la France au milieu des années 80. En fait, au moment du tournant de la rigueur, et on voit l'importance fondamentale économique, sociale, politique, psychologique de ce qu'ont fait les socialistes en 82-83. C'est absolument terrifiant. Les conséquences on les paye encore tous les jours, plusieurs décennies après. La politique du franc fort, alors elle avait commencé un petit peu avant, sous des formes différentes, au moment du serpent monétaire européen. Mais là, nous sommes à la phase suivante, celle du système monétaire européen. Et donc, la politique du franc fort va lier, son objectif, c'est de lier le franc aux marques. Le gouvernement de l'époque, Mitterrand, et les suivants d'ailleurs, après, vont faire la même politique. Elle vise à maintenir une parité forte et stable du franc français, principalement par rapport au Deutsche Mark, qui est considéré comme la monnaie la plus forte et la plus stable en Europe, pour lutter contre l'inflation. Et en ancrant le franc à une monnaie dure comme le mark, la France cherchait à importer la discipline monétaire allemande. C'était le meilleur moyen pour Mitterrand de ramollir les Allemands, de les amadouer pour permettre le passage à l'euro. Parce que les Allemands, évidemment, tenaient au mark. Ils ont un rapport psychanalytique au mark, les Allemands, à la monnaie. Et ils ne voulaient pas se départir du mark. Et donc, pour les ramollir, Mitterrand a dit que on va lier le franc au mark, et comme ça, le franc devient le mark. Donc, il y a toujours le mark. Donc, la politique du franc fort, c'est ça. Mais à l'inverse, qu'est-ce que l'euro? C'est le nouveau nom du mark. Voilà. Donc, on est dans cette situation qui a été décidée politiquement. Ça n'est pas le résultat d'une évolution économique particulière. Alors,
donc montrer que la France adopte la discipline allemande sur le plan monétaire, c'était quand même assez fort. Donc casser la boucle prix-salaire, restaurer la crédibilité de la monnaie française. C'est ce qui est appelé la désinflation compétitive, inventée par les socialistes français sous la dictée de la direction du Trésor. C'est une invention de la direction du Trésor qui ont fait avaler au malheureux Bérégovoy et à des gens comme lui ces concepts. Trichet et compagnie, toute la bande de la direction du Trésor. Et de la BCE ensuite. Et après de la BCE, tout à fait. Alors, l'idée c'était que en réduisant l'inflation, en stabilisant la monnaie, eh bien, on va pouvoir baisser les taux d'intérêt à un moment donné, ce qui va favoriser l'investissement, la croissance et l'emploi. Ça, c'est le narratif. Hein. Il faut bien un narratif positif. C'est ce qu'avait dit Helmut Schmidt. Hein, les écoles, les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain, les salaires, un truc comme ça. Je ne dis pas ça dans l'ordre, mais enfin, c'était un peu le même principe. Et donc, pourquoi les socialistes ont fait ça? Parce qu'après le début de la mise en œuvre, disons, de réformes intéressantes, hein, en 81-82, ça coince sur le plan international. On ne va pas rentrer là-dessus, pour l'instant, on n'a pas le temps. Et il y a les dévaluations. Il y a 3 dévaluations qui montrent un affaiblissement de la situation. Et donc, la désinflation compétitive et le franc fort. Alors, comment le franc fort, comment ça s'est passé au moment de la conversion, au moment du passage du franc à l'euro? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre et qui explique la surévaluation permanente et définitive de l'euro. C'est-à-dire, on pourrait se dire, oui, c'est un phénomène, cette surévaluation du franc, de l'euro en France, est un phénomène passager. Mais non, pas du tout. C'est un phénomène permanent. Pourquoi? Parce que la parité du franc à l'époque n'a pas été décidée politiquement. Ça a été décidé, c'est ce qu'on appelle le taux mécanique. Le taux mécanique, c'est-à-dire le taux de conversion irrévocable qui résulte d'un calcul objectif, hein, d'une formule mathématique qui a été fixé sur la base du taux du marché au 31 décembre 1998. Voilà. Ça a été figé à ce moment-là. Et à ce moment-là, comme il y avait eu déjà les effets de la politique du franc fort, le franc s'était redressé, trop. Et donc, on a eu 1 euro pour 6,55957 francs. C'était surévalué. Ça ne correspondait qu'au moment où le calcul a été figé, au moment où la politique du franc fort avait donné des résultats. Et donc, on se traîne ce boulet depuis la création de l'euro depuis plus de 20 ans. Alors, il y a quand même, moi j'ai lu différentes choses là-dessus, et le plus étonnant, c'est certains économistes qui disent, bon ben, en effet, la France est coincée, elle est cuite, hein, sur le plan industriel, c'est cuit, si elle reste dans l'euro. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle sorte de l'euro, qu'elle revienne au franc, et qu'on remette à plat la nouvelle parité, et que instantanément on revienne dans l'euro.
Voilà. Non, mais pourquoi pas. Bah oui. Donc c'est assez amusant. Un Non, mais switch, tout ça, je prends cet exemple un peu caricatural parce que ça montre l'inquiétude d'un certain nombre de gens qui est justifiée sur la situation économique française qui est en queue de peloton. La France est dernière en termes de part de l'industrie dans la valeur ajoutée sur le PIB et en termes d'emploi industriel. Elle est au niveau de Malte. C'est ça. On est au niveau de Malte et du Luxembourg. Non mais, Du jardin du Luxembourg. non mais c'est terrible. Non mais tout le monde aime Malte et le Luxembourg, bien sûr. Et, on ne dit pas de mal d'eux. Il faut Mais commencer toutes les interventions par ça. ouais, Toutes les interventions. tout à fait. Tu commences aujourd'hui, la France est au niveau, elle est dernière ou avant-dernière, et on est l'avant-dernière. Alors j'ai deux petites courbes là. Et on continue à Donc progresser, ça, bien sûr. c'est la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans le PIB. C'est la courbe bleue là. Ah bah, tu penses. Alors, vous voyez d'abord la courbe bleue, elle s'aplatit plus que les autres. C'est l'industrie. Ici, c'est l'ensemble des branches, le vert. Et donc, ici, vous avez les années. Et l'industrie, là, je la mets là, ça commence, la progression de la part de l'industrie dans le PIB s'arrête là. On est en 1990, politique du franc fort à fond, et on reste sur un palier, 92. et voilà, et donc ça correspond avec l'euro. 2000. L'euro ne fait que maintenir ce plateau, on ne progresse plus. Alors, il n'y a pas de baisse. Y a C'est en pas- valeur absolue. Ça, c'est... Voilà. C'est ouais. pas la part relative. Là, vous avez la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie. Et donc, vous voyez, en 1970, c'était 22,3% de valeur ajoutée industrielle dans le PIB, et en 2014, 11,2%. En 2023, on est à 10%. 10%. On progresse vers le zéro absolu. Donc là, mais bon, il y a une certaine stabilité quand même entre 11 et 10, mais c'est quand même Décroissant. La décroissant. tendance est à la baisse. Alors, pour terminer, bon, ouais, il est là dans le papier. Non, il n'est pas là. Alors, en tout cas, l'idée, c'est de définir non pas un programme de réindustrialisation, mais des axes stratégiques de réindustrialisation. Alors, quels pourraient être ces axes stratégiques? Le premier axe, j'en ai parlé, c'est de sortir de tous les dispositifs les plus néfastes du système de l'Union européenne. L'euro, les règles du commerce, les règles du marché intérieur, le marché de l'électricité. Aucune industrie n'est viable si il y a un taux de change surévalué comme c'est le cas actuel, si le prix de l'énergie est énorme comme ça a été le cas, et comme ça va durer, et avec les changements géopolitiques concernant les règles du commerce, parce que l'OMC avait l'intérêt, l'avantage, disons, de la stabilité. On savait où on allait. Il y avait une obsession libre-échangiste, mais on savait qu'il y avait cette obsession. Aujourd'hui, c'est autre chose avec Trump et d'autres pays, le Japon et d'autres. C'est que les règles de l'OMC, de la concurrence, volent en éclats. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, les petits naïfs de l'Union européenne qui en rajoutent sur le respect des règles du commerce se font avoir
parce que quand Trump met en place des mesures protectionnistes, est-ce qu'on va continuer à dire oui, ben nous, on est des puristes du libre-échange et on ne veut pas, c'est pas bien, etc. On est obligé de s'engager dans une guerre commerciale. C'est un nouveau front. On peut le regretter, mais il y a une réalité. Donc le premier axe, c'est sortons des dispositifs les plus néfastes de l'Union européenne. Il y en a 4, il y en a encore d'autres, hein, mais bon, allons à l'essentiel. C'est quand même les questions stratégiques, semble-t-il, les plus importantes. Le deuxième axe, c'est de développer les productions relatives à tout ce qui peut contribuer à résoudre les problèmes de changement climatique, les problèmes de pollution, les problèmes de biodiversité. Tout ça, ça renvoie à la production. Quoi qu'on en pense, on est d'accord, pas d'accord, ça n'a aucune importance. On peut croire au réchauffement, on ne peut pas y croire. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que de toute manière, il y a des pollutions, il y a des méga-feux, il y a la montée des eaux, il y a des phénomènes mesurables, incontestables, face auxquels il faut réagir, se protéger, et l'industrie a un rôle important à jouer. Le troisième axe, c'est développer les productions qui servent à nos services publics. Et quels sont les services publics qui ont besoin d'une industrie derrière eux? La santé, en premier. Production de médicaments et de matériel médical. Construction d'hôpitaux, etc. Les transports. Les infrastructures. Les problèmes de l'énergie, on en a parlé. L'alimentation. Assurer la conservation, le transport, etc. Bon, la défense. La défense, c'est un service public. On voit que il faut revenir à la stratégie de De Gaulle. Hein. Tous azimuts. Tous azimuts. On est prêt parce que ça change tellement vite. On ne sait pas ce que demain, comment les choses vont être faites. On voit bien qu'il y a des autocrates qui prennent le pouvoir et qui peuvent d'un jour à l'autre changer d'alliance, devenir agressifs. En tout cas, prenons des précautions. Il y a besoin de développer l'industrie de défense. Sans industrie, ça n'est pas possible. Et puis, il y a la nécessité, le quatrième axe, celui de la reprise en main des instruments macroéconomiques. Ça veut dire les nationalisations des principales activités productives stratégiques, la nationalisation de tout le secteur bancaire et financier. On n'en parle plus, personne n'en parle, il faut revenir là-dessus. Que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou dans les grands pays, la propriété collective et celle concerne un certain nombre d'activités stratégiques. On ne peut pas laisser au marché le choix de ce qui est stratégique ou non. C'est au pouvoir public, c'est au débat politique. Et d'ailleurs, tout ceci devrait être tranché par référendum, c'est-à-dire une nouvelle stratégie, un projet de loi de réindustrialisation de la France, soumis, d'abord discuté en profondeur dans le cadre du plan, remis en place, relancé, et soumis à discussion et à référendum pour que les choses soient actées avec des décisions. Je pense que c'est quelque chose qui est plus acceptable, plus facile, je pense à la question européenne, de l'approcher comme cela, en disant qu'on veut un référendum pour mettre fin à la caricature que sont l'euro, le marché de l'électricité, etc. Les 4
les 4 caricatures, disons. Je pense que beaucoup de gens pourront accepter de s'engager là-dessus, tout en avoir leur quant à soi sur l'Union européenne. On s'en fout, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que là, dans l'immédiat, ils soient d'accord pour sortir, faire une poussée, organiser une poussée populaire pour sortir de ces 4 caricatures. Le reste, on n'en parle pas pour l'instant. Voilà. Bon, je m'arrête là. Merci Jacques. Merci Jacques. Alors, je vais dire quelques mots aussi, dans la lignée évidemment de ce qu'a dit Jacques. Parce qu'en fait, ce qui est sous-tendu derrière, alors il y a la stratégie, on va dire, immédiate, mais ce qui est sous-tendu derrière quand même, c'est un changement du système de réflexion. Hein, c'est-à-dire que pour nous, quand même, les politiques économiques, Jacques l'a dit, hein, doivent avoir pour but de développer la prospérité générale, du moins chez nous. Hein. Non seulement en préservant l'environnement, comme l'a dit Jacques, en réparant aussi ce qui a été saccagé, parce que là, et le saccage n'est pas terminé, bien sûr. Donc, c'est une conception de l'économie. J'invente rien, c'est la partie 4 de notre programme. Hein. Si on relit cette partie 4, on y trouvera ce que je dis. Hein. Donc, notre conception de l'économie doit être changée, doit être modifiée. Alors, Jacques en a parlé tout à fait à la fin. En premier lieu, la propriété des grands moyens de production, qui doivent changer de main, donc des nationalisations, hein, au sens d'ailleurs de ce que disait le CNR, hein, de ce qu'écrivait le CNR, c'est-à-dire l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Bon, Jacques s'est concentré sur 4 moments essentiels, importants, urgents, mais à terme, c'est bien de tout cela qu'il s'agit. Je ne vais pas parler de la réindustrialisation, parce que Jacques a développé, a expliqué par le menu et avec finesse et précision ce qu'est la réindustrialisation, pourquoi il faut la faire, ainsi de suite. Donc ça va nous faire gagner du temps. Je ne vais pas en reparler. Mais préciser que simplement les mesures protectionnistes que nous aurons à prendre, d'ailleurs, si on se situe dans l'optique d'exercer le pouvoir, devront être exercées dans un cadre qui n'est pas le cadre actuel des rapports, par exemple, de l'OMC, hein, mais évidemment dans le cadre de la charte de la Havane rénovée, dont je vais dire quelques mots après. Bref, l'économie doit se recentrer sur ce qui doit être son essence, c'est-à-dire satisfaire correctement les besoins de la population, de toute la population, et au premier rang, bien sûr, desquels se trouvent les besoins de subsistance. Jacques en a parlé. Mais à ces besoins de subsistance physiologiques, vitaux, s'ajoutent bien sûr les besoins comme s'éduquer, se former, se cultiver, se distraire, voyager, etc. Donc l'État doit organiser ce recentrage sur l'économie et il doit la diriger. C'est aussi, d'ailleurs, l'idée, pas développée malheureusement parce qu'il n'avait pas le temps, mais l'idée du plan, que Jacques a donné à la fin. Ça, c'est le rôle de l'État. Alors,
on va dire que réorganiser l'économie repose pour nous, pour le Pardem en tout cas, sur 7 principes fondamentaux. Organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population. Ça correspond à l'idée du référendum, par exemple, mais ça correspond aussi à l'idée d'assemblée populaire pour définir ces besoins. Pas simplement populaire, mais avec les entreprises, avec les administrations, avec les salariés, enfin ainsi de suite. Donc, en fait, de mettre en œuvre un plan, mais un plan qui tire ses sources de la population, hein, des besoins de la population. Définir des domaines stratégiques nécessaires, c'est le deuxième, à la satisfaction des besoins et planifier leur mise en œuvre. Bon. Transférer ou restituer à la nation les groupes et entreprises stratégiques, dont ça on en a parlé. Moi j'ajouterais mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais j'ajouterais dans les stratégiques tout ce qui est l'informatique et l'IA, qui n'était pas traité dans notre partie 4 à l'époque, hein, qui devait faire l'objet de chapitres qui n'ont pas été traités encore. Sortir la terre, le travail, engager de la transformation des modes de production pour préserver l'environnement et les écosystèmes. Donc Jacques en a parlé, je ne m'étends pas. Sortir le travail, la terre, la monnaie, le commerce international de l'univers du marché. Donc là, on a parlé de l'euro, mais bien entendu, il faut aller plus loin. Et se pose la question, d'ailleurs se posera la question, hein, de la propriété de la terre. Mais en tout cas, la monnaie, le commerce international, les sortir de l'univers du marché, Jacques en a parlé. Bon. En allant plus loin, éradiquer l'esprit de marché, c'est-à-dire promouvoir des valeurs de coopération et de solidarité à la place des valeurs de la concurrence, par exemple. Et réhabiliter les critères non marchands de gestion des entreprises. Bon, ça aussi, une entreprise privée, la seule vocation d'une entreprise privée est de faire du profit. Elle n'a pas d'autre vocation. C'est pas de créer l'emploi, comme on l'entend bizarrement, c'est pas de donner du travail, c'est pas... la meilleure avait été d'ailleurs de participer très activement au développement personnel des individus. C'est là où on croit rêver, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Et puis, le 7e point, c'est d'encourager la maîtrise des entreprises par leurs salariés. En particulier, les coopératives de production, par exemple. Bon. C'est, comme l'a dit Jacques, exactement d'ailleurs le contraire qu'a fait le PS. Hein. Puisqu'il a été, lui, particulièrement actif dans les privatisations. Ça a été le meilleur élève, si je puis dire, des privatisations. On en a d'ailleurs dressé la liste, à l'époque, dans notre programme. Donc c'est bien l'exact contraire qu'il faut à notre peuple, tout en concourant à l'intérêt général. Tout ce qui concourt à l'intérêt général doit être cédé au public et non pas au privé. Voilà. Alors, la collectivisation, les nationalisations, la propriété collective, on peut discuter des termes. On en a déjà discuté d'ailleurs, que sont les nationalisations. Il y a des objectifs économiques, on l'a vu, environnementaux, politiques, financiers et démocratiques. Bon, en faisant très vite, produire bien sûr sur le plan social les biens et les services correspondant aux besoins, abordables, de qualité, et offrir aux salariés des entreprises nationales un modèle social exemplaire qui doit devenir la vitrine pour s'étendre à toute la société. Ça, c'est important. C'est-à-dire que
On assiste précisément à l'inverse, hein, le fonctionnaire et la personne sur qui il faut tirer. Hein. On leur demande de courir vite pour essayer d'éviter les balles, hein, en ce moment. Mais depuis un moment d'ailleurs. Mais c'est bien le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire montrer que les entreprises nationales sont des vitrines des valeurs sociales et qu'elles ont vocation à s'étendre, ces valeurs sociales, à toute la société. Transformer les modes de production, Jacques en a parlé, pour préserver l'environnement et les écosystèmes dans chaque entreprise nationale. Là aussi, il y a une valeur d'exemple. Les objectifs politiques des nationalisations, parce qu'il y a aussi des objectifs politiques, on l'a dit, c'est d'affaiblir les classes dominantes. Les conglomérats financiers, les entreprises médiatiques, les entreprises de services, telles qu'ils sont constituées. Là aussi, l'idée, c'est de demain faire dépérir ces entreprises, comme on fera dépérir la bourse, de manière à récupérer, si je puis dire, ces entreprises pour les convertir au public. Protéger les nationalisations viseront à protéger aussi les entreprises des marchés financiers, bien sûr. Affaiblir les marchés financiers, augmenter les ressources budgétaires de l'État. Et les objectifs démocratiques qui sont très importants pour nous dans notre vision politique. C'est à la fois d'empêcher la constitution d'intérêts privés, tel qui pourrait diriger une partie de l'économie ou de la société, et substituer une décision, une prise de décision démocratique, ou du moins une participation des salariés à la prise de décision démocratique dans les entreprises. Je passe sur les bienfaits des nationalisations en termes d'aménagement du territoire, parce que Jacques en a parlé aussi. Hein, nationaliser, ça veut dire aussi réorganiser le tissu industriel sur le thème plutôt de bassin d'emploi. Et Jacques en a parlé très bien et en détail. Je vais pas m'étendre. En ce qui concerne les nationalisations, pour terminer, il y a un certain nombre de catégories d'entreprises qui sont amenées à être nationalisées. Bon, d'abord, les banques et les compagnies d'assurance, bien sûr. Toutes les entreprises qui ont été privatisées ces 30 dernières années, notamment les grandes entreprises, Orange, l'énergie, enfin bon, voilà. Toutes les entreprises du CAC 40, par définition, il y en a 40. Il y en a 40. Oui, de plus, hein. De plus, voilà. Toutes celles qui ont fraudé d'une manière ou d'une autre, alors là, ça fait un paquet. Hein, soit sur la fraude sociale, la fraude fiscale, sur les délocalisations, sur un... Là, il n'y a plus une seule entreprise privée, là. Ben, elles ont toutes triché. C'est un peu l'objectif, en même temps. Hein. C'est-à-dire que, non, mais toutes celles qui ont fraudé de manière significative, d'une manière ou d'une autre, doivent être nationalisées. C'est une évidence. Hein. Toute la grande distribution, les centrales d'achat, qui vont avec, hein, évidemment. Les entreprises de l'armement qui fabriquent des armes. Il y en a plus beaucoup. Elles ont déjà été liquidées il y a longtemps. Il y en a 2 ou 3, Nexter, enfin ex-Nexter, qui s'appelle je ne sais plus comment maintenant. Mais voilà, mais il y a à reconstruire, comme l'a dit Jacques, des entreprises nationales.
pour la défense nationale. Et puis les entreprises du numérique et de l'IA. Alors, on peut discuter sur le fait que c'est des entreprises, que ce soit des entreprises industrielles. En tout cas, nous n'en possédons pas. Aujourd'hui, tout ce qui est électronique, enfin, en tout cas, hardware, c'est-à-dire fabrication de matériel, c'est américain. D'ailleurs, c'est absolument fabuleux, hein. Notre défense nationale marche sous Windows, c'est-à-dire que ça va directement à la NSA. Tout ce qui est nos systèmes financiers fonctionne aussi sous les systèmes américains. Tout ce qui est recherche fonctionne aussi sous ces systèmes-là, recherche et développement, ou presque. Et puis, tout ce que nous ne faisons... Alors, donc, il y a tout le hardware à constituer, et puis tout le software. Parce que, là aussi, on dépend directement... Bien, on a vu avec Amazon, il y a quelques jours, hein, il y a une panne des serveurs Amazon. Ça a niqué la moitié des entreprises. Et encore une fois, toutes nos entreprises financières de défense, nos banques, nos compagnies d'assurance fonctionnent là-dessus. Donc, il y a une urgence qui ne semble pas prise en compte, d'ailleurs, par aucun parti politique là-dedans. Personne ne s'en occupe. Bon. Voilà, donc, Michel me fait signe d'aller vite, j'ai encore un quart d'heure. Hein. Non, on n'a pas regardé. Non. Regarde, ça devait finir à Parce qu'il y a des copains qui posent des questions. Hop, on se calme. Je vais vite. Il est 12h15. Je vais vite. T'as pas encore regardé, t'as 5 minutes. D'accord. Donc je vais conclure. Je vais conclure. Il faut... Ouais, non, mais fallait pas nous faire commencer à 10h30 au lieu de à 11h. À moins 10. Ouais. Ça y est, t'es passé dans l'heure et demie. Bon, bref, la politique industrielle que nous proposons, ce ne sera pas une copie du modèle industriel actuel, et Jacques l'a démontré aussi. L'appareil productif s'est transformé d'une façon complète et en profondeur. Et, parallèlement, il convient de passer du libre-échange, comme l'a dit Jacques, à une coopération internationale, et c'est là où entre en jeu la charte de la Havane, rénovée. 48, je ne vous fais pas la leçon sur la charte de la Havane, tout le monde la connaît, tout le monde peut aller voir, on ne va pas en reparler. Mais pourquoi on parle de la charte de la Havane? Pour repolitiser le commerce international, c'est-à-dire lui donner le sens, son véritable sens, de relations entre peuples et nations. Donc, je passe sur le libre-échange, hein, mais même si ça va être compliqué de faire bouger ce système-là, on a l'espoir que, parce qu'aujourd'hui c'est verrouillé par l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN et l'Union européenne, mais on peut dire que le système a commencé à bouger. Et c'est là où interviennent les BRICS, dont on parlait hier soir. Alors, il faut être encore une fois conscient de ce que sont les BRICS et de ce qu'elles ne sont pas. Pas encore. Pas encore. On ne sait pas ce qu'elles seront. Donc, On en a parlé hier. on en a parlé hier, mais c'est bien beau de se remettre dans des perspectives où tout va aller Je suis la gardienne du temps. vers un soleil Je radieux. suis la macronette des horloges. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Non, ça va chagner, hein, ça va être chaud. Alors, En tout cas, les BRICS. Les BRICS ne sont pas aujourd'hui, encore une fois, un système complètement
complètement concurrent avec le FMI, on en a parlé hier, et la Banque de développement des BRICS n'est pas... D'abord, le système dont on a parlé hier soir n'est pas opérationnel, encore une fois, hein, et la Banque de développement, non, n'est pas opérationnelle. Non, mais on peut rêver que ça va l'être. Il se passe des choses quand même. On ne refait pas le débat. On ne fait pas le débat hier soir. Voilà, non, mais voilà. Moi, je ne me situe pas dans la perspective qui n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Donc, la banque n'est pas non plus opérationnelle complètement. Et encore une fois, elle opère en dollars. Ce qui n'est pas l'alpha et l'oméga ni de la dédollarisation, ni de la souveraineté des peuples. Bon. Donc, il faudra faire autrement. Et c'est autrement où y adjoindre ce qu'on voit dans la charte de la Havane, c'est-à-dire en particulier ce qui est majeur, pour faire très court, dans la charte de la Havane, c'est-à-dire l'équilibre de la balance des paiements et notamment le chômage, dont parlait Jacques. C'est-à-dire que la réindustrialisation doit permettre d'absorber le chômage. Encore faut-il que dans les échanges internationaux, il n'y ait pas de déséquilibre pour que ces échanges ne reprovoquent pas le chômage et ainsi de suite. Donc il faudra bien adjoindre d'une façon ou d'une autre aux paramètres des BRICS un système, et sinon on le fera à côté. Dire voilà, il y aura les BRICS avec ce qu'elles peuvent faire, leur système, et puis il faudra bien adjoindre un système complémentaire, supplémentaire, appelons-le comme on veut, qui soit sur l'équilibre de la balance des paiements. Voilà. Et je vais m'arrêter là, puisque je me fais engueuler de tous les côtés. Et on va donner la parole à M. Bachet. Oui, ce sera. Il est où, Merci monsieur beaucoup, Bachet? ce sera très rapide. Bonjour. Non, mais vous bougez pas, moi j'interviens de là. Hein. Bougez pas. Non, effectivement. J'aurais pas l'intention de bouger. Que partager effectivement tout ce qui a été dit sur ces exposés qui vont à l'essentiel, à la fois sur la monnaie unique, sur l'UE et sur tout le reste. Effectivement, on voit bien qu'il y a trois grands aspects aujourd'hui qui permettent en quelque sorte de verrouiller les possibilités de changer les règles du jeu. C'est d'une part la libéralisation du commerce des biens et des services, c'est-à-dire le libre-échange généralisé qui effectivement met en concurrence des systèmes fiscaux et sociaux radicalement différents, donc qui tire par conséquent vers le bas. Deuxièmement, la financiarisation des économies, la dérégulation en fait de la finance, c'est-à-dire qui passe par le fait que les taux de change et les taux d'intérêt sont fixés par les marchés et non plus par les États, deuxième point. Et troisième point, peut-être sur celui sur lequel vous avez moins insisté, mais parce que ce n'est pas l'objet de votre débat, c'est effectivement donc la corporate governance, c'est-à-dire qu'en fait, les actionnaires ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir donc dans les grandes sociétés de capitaux et ils font comme s'ils étaient propriétaires effectivement de ces sociétés, alors qu'ils ne sont propriétaires que des parts sociales, des titres de propriété, mais non pas des entreprises en tant que telles. Ça c'est un problème majeur, parce que s'ils étaient propriétaires, ce serait le retour à l'esclavage. Hein. On ne peut pas être propriétaire des gens qui travaillent dans un truc. Bon. Donc ça effectivement, il y a un abus du droit de propriété. Alors effectivement, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Alors je pense qu'on ne peut construire une industrie favorable à l'emploi et effectivement au territoire que si on sort d'une logique qui est centrée exclusivement sur l'optimum financier. Et donc de ce point de vue, l'enjeu c'est de parvenir aujourd'hui à quoi? Un optimum industriel, économique, bien sûr, et écologique. Et de ce point de vue, ça veut dire que du point de vue micro, sur lequel vous n'avez peut-être pas trop insisté, mais vous êtes, j'imagine, tout à fait d'accord avec ça, c'est que du point de vue microéconomique, l'objectif, par exemple, donc d'une entreprise, si on revient à la base, à la racine, c'est pas simplement de faire du profit. Et c'est pas du tout même de faire du profit. Effectivement, pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est pas un actif liquide qu'on peut comme ça instrumentaliser pour maximiser le cours de l'action en bourse. C'est pas ça du tout. L'objectif d'une entreprise, c'est d'abord de produire des biens et des services dont la contrepartie économique se mesure par une grandeur qu'on appelle la valeur ajoutée, sur laquelle tu as parlé, Jacques, tout à l'heure. Et cette valeur ajoutée, d'ailleurs, la somme des valeurs ajoutées nous donne le PIB. Donc c'est bien ça. Ça ne veut pas dire que le profit est inutile, mais le profit, c'est un solde ou un résultat. C'est absolument pas l'objectif premier de cette voilà. Donc ça, c'est un point. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire qu'en fait, la manière de voir et de compter, elle est tout à fait décisive.
Pourquoi? Parce que dans les outils comptables sont repliés les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme. Et on le voit bien au travers, effectivement, de ce qu'on appelle les normes comptables internationales, les normes IFRS. Ça, vous le savez. Les normes IFRS, je veux dire, aujourd'hui, elles ont constitutionnalisé le capitalisme financier mondial. Donc vous imaginez s'il faut en sortir. Et dernier point, peut-être un ou deux derniers points là-dessus, c'est sur les droits de propriété. Les droits de propriété, vous savez, c'est usus, fructus et abusus. Bon. Sauf que dans le droit bourgeois, dans le droit libéral, les trois sont liés, alors qu'il faudrait qu'elles soient dissociées. Il faudrait mettre l'usus en priorité, en quelque sorte. Et donc ça c'est un problème, effectivement, tout à fait majeur, parce que, pourquoi? Parce que le droit, autant le droit à la propriété est tout à fait légitime, on a parfaitement le droit d'avoir son automobile, sa maison, etc. Autant le droit issu de la propriété, lui, ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il donne aux actionnaires et aux propriétaires le droit de faire ce qu'ils veulent de la vie des gens. Et donc là, c'est totalement illégitime. Donc c'est sur ces points-là, effectivement, donc qu'il faudrait revenir, mais je crois que là, vous êtes d'accord. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on disait, même les gouvernements sociodémocrates n'ont strictement rien fait pour l'implication des salariés dans le monde de l'entreprise. Vous avez vu, hein? Ça c'était important. Hein? Et même, évidemment, on n'allait pas attendre de Macron qu'il fasse quoi que ce soit là-dessus. Ils ont un strapontin dans les conseils d'administration. Mais non seulement il faudrait qu'ils aient du pouvoir dans les conseils d'administration, mais ils ne peuvent avoir du pouvoir que si on refonde les outils comptables. Parce qu'imaginez, ils auraient du pouvoir aujourd'hui dans les entreprises telles qu'elles fonctionnent, effectivement, ça ne changerait rien. Parce qu'ils seraient obligés, en quelque sorte, de s'auto-licencier s'il le fallait. Parce que, donc, ça veut dire qu'il faut sortir des logiques de concurrence dont vous avez parlé, évidemment. Hein, le marché en tant que tel n'est pas l'alpha et l'oméga de l'allocation des ressources. Vous voyez. Donc c'est tout ça en quelque sorte, je crois qu'on est essentiellement d'accord, mais je voulais insister sur des aspects de corporate governance et sur des aspects des droits issus de la propriété. Je vous remercie de votre attention. Jacques, tu veux dire un mot? Non. Non. Merci. Juste un commentaire. Dans tout ce que vous avez dit sur la description, c'est-à-dire économique, sociale, il me manque un terme, moi, c'est le terme de démocratique. La socialisation par les salariés. Socialisation ne veut pas dire démocratique. Il n'y a pas d'équivalence de terme. Hein. Ça dépend comment on fait les socialisations. Parce qu'on Ça dépend si c'est une personne, une Voilà. voix, par exemple. Donc il y a le Ça terme de dépend démocratique. si le capital n'est pas de revenir rémunéré. à cet aspect démocratique dont vous parlez, c'est-à-dire au lieu d'avoir une action égale une voix, et on voit bien que là c'est complètement inégalitaire, parce que vous arrivez avec 1000 actions, vous avez 1000 voix, c'est un homme égale une femme égale une voix, évidemment. Et pas de rémunération du capital. Et voilà, pas de rémunération du capital, bien entendu. Schlack. Oui, il n'y a pas que ça. Et Il y a les instances et les systèmes de prise de décision aussi qui rentrent dans l'application démocratique. Hein. Il n'y a pas qu'un homme, une voix. Non, mais c'est ça il y aussi a la l'Assemblée socialisation générale qui a- par les Non, salariés. ça c'est ce Il y a que tu l'élection des entends. dirigeants. Mais c'est pas forcément ça. Donc il faut le préciser, quoi. Oui, oui,